23 juin 2025. Acteur, actrice. Qu'est-ce que j'en pense? En fait, là, c'est un petit problème puisque, en fait, acteur, actrice, au départ, ça devait être ma profession. Donc, je vais être obligée de mêler un petit peu du témoignage à travers ça. Parce que, à travers cet article, parce que il n'y a pas vraiment la possibilité de faire autrement, étant donné que j'ai été désœuvrée aussi par les acteurs et les actrices. Donc c'est une profession qui m'enchantait au départ. J'ai commencé comme ça, par un historique. J'étais fascinée par la capacité de pouvoir jouer des histoires. Quand j'étais petite, j'étais plutôt conteur, c'est-à-dire que je fabriquais des histoires, ce que je fais maintenant, puisque en tant que dramaturge, scénariste et écrivain, je fabrique des histoires. Donc j'étais portée plutôt pour mettre en scène la jolie demoiselle avec le monsieur, etc. Enfin, faire. Sauf que j'étais intriguée par les contes mythologiques. Donc pour moi, il fallait acter. Quand il fallait aussi incarner quelque chose qui soit stimulant, qui réfère de la grandeur des hommes. Pas obligatoirement de la décadence des hommes. Ça, c'est quand j'étais petite. Puis après, j'ai découvert le cinéma. Le cinéma, j'ai découvert ça parce que j'étais dans un milieu assez culturel. Et donc j'ai eu affaire à des œuvres qui ont été tout de suite très marquantes, qui par exemple comme Brancaleone du cinéma italien. Et j'ai commencé à m'intéresser donc à ce qu'on appelle le jeu théâtral dans le jeu du cinéma. Et puis j'ai rencontré le cinéma américain à travers des Lubitsch, des Capra, des Wilder. Et donc, ça a été tout de suite une révélation. Je voulais faire cette profession. Et donc, quand je suis allée courageusement à Paris faire cette profession, j'étais mitigée. J'étais courageuse, mais dans ma tête, c'était la science qui prenait. Mais je ne savais pas si l'opportunité était possible. Ça restait toujours à l'intérieur de moi, quelque chose qui était envoûtant, excitant et qui comblait toutes mes espérances. Quand on parle en fait du jeu d'acteur, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de représenter plusieurs vies en une vie. Pour les gens qui sont polyvalents, qui ont beaucoup de créativité, avoir comme discipline la possibilité de se transformer, de passer d'un historique, de quelque chose de contemporain, de passer du drame à la comédie, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant. Donc la profession acteur-actrice, c'était pour moi un équilibre psychologique et physique. Donc j'ai fait deux grandes écoles et je suis sortie diplômée des deux, dont le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Quand j'ai commencé à distancer cette profession, c'est au moment où je me suis retrouvée face à cet amer constat que la profession se défait non pas par le talent ni la disposition, mais par les circonstances. Les circonstances qui ne sont pas obligatoirement les circonstances adéquates. Donc ça fait une frustration immense lorsqu'on est confronté à une profession qui est faite pour vous et sur laquelle il n'y a absolument rien
qui annonce un éclaircissement, euh, une disposition. Pourtant, j'ai été tout de suite dans une espèce de cour des grands, puisque mon premier casting, c'était Cyrano de Bergerac, avec Gérard Depardieu. Et donc, je devais jouer le personnage féminin de Roxane. Et donc, c'était intriguant, parce que je venais d'arriver enfin, ça faisait pas longtemps que je faisais... que je faisais des cours de théâtre et j'étais pas encore au conservatoire et je me suis retrouvée dans ce grand bureau comme ça avec confrontée comme ça à un casting de taille et ça m'est resté dans la mémoire. Je me suis dit il faut continuer parce qu'on m'a pas proposé de faire une figuration dans un coin d'écran. On m'a proposé tout de suite un grand rôle, donc j'ai eu vraiment un, une joie immense à être dans cette profession et à continuer. Donc j'ai persévéré, puis j'ai passé le concours et je l'ai eu. Et là, ça fut désastreux. Non pas que l'enseignement le soit, hein, mais c'est le rapport justement à la profession qui a été révélé à travers cet apprentissage. Donc en fait, je vais m'adresser plutôt aux acteurs et aux actrices à travers cet article témoignage, en disant que au départ, jouer, c'est un équilibre entre l'incarnation et la distanciation. Quand on est au théâtre, on est dans un rapport au temps qui est défini par le fait que le temps présent est partagé avec le public et qu'on est obligé d'être dans la continuité de sa prestation et qu'on est obligé de répéter sa prestation tous les jours de la semaine pour être considéré comme comédien de théâtre. Au cinéma, c'est différent. Au cinéma, j'ai pas d'expérience. J'ai une expérience très courte d'un essai cinématographique avec un ami comédien qui était lui aussi dans l'apprentissage et qui a voulu se lancer tout de suite dans une œuvre filmée. Et on a participé, enfin j'ai participé dans le premier rôle à son délire et ça m'a permis d'avoir à peu près un sentiment de ce que moi je pouvais donner à cette profession. Et donc j'étais assez contente de savoir que je faisais partie des caméléons, c'est-à-dire que je pouvais être dans la captation d'un personnage et dans la transformation aussi. Donc j'appartenais un peu à la Commedia dell'arte et au théâtre élisabétain où il y a une forte construction autour du personnage. C'est-à-dire que je ne suis pas une actrice qui est prise pour ce qu'elle est, mais plutôt pour ce qu'elle parcourt à travers un personnage dans la transformation. Et quand j'ai été au conservatoire, donc, je me suis retrouvée au centre nerveux de la compréhension du jeu. Ne pouvant revendiquer ce droit en tant qu'actrice, puisque, comme on le sait, il y a une espèce de sélection naturelle. Cette sélection naturelle n'est pas intéressante dans ce qu'on appelle l'art. On voudrait que la sélection naturelle se passe d'une façon fluidique. C'est-à-dire que ceux qui ne travaillent pas sur le moment peuvent travailler sur le plus tard, c'est-à-dire sans le devenir, et pas être éjectés entièrement du mouvement. Donc il y manquait un élément intéressant à structurer sur la qualité de l'existence d'un acteur ou d'une actrice, et pas simplement sur le fait
que l'on rentre dans un casino et qu'on est sélectionné par un coup de roulette. Donc je me suis intéressée plutôt au jeu d'acteur et j'ai peaufiné mon œil sur euh, qu'est-ce qui est intéressant de voir chez un acteur ou une actrice, hormis le fait que c'est une personne qui va incarner quelque chose, qui va donc donner son physique, et sur scène ou sur écran. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que cette profession était une sorte de remède, exactement comme avait énoncé le théâtre grec, que nous étions l'incarnation parce que le fait d'être l'incarnation, le remède fonctionnait. Il fallait que l'être humain soit évoqué à travers l'œuvre pour que l'être humain puisse se libérer de ce qu'il est et trouver l'être humain qu'il doit devenir. Donc c'était une profession qui était hyper intéressante et que le fait d'acter n'était pas une perversion, nous n'étions pas dans le mensonge, nous étions dans le rapprochement vers la vérité. Et que on ne pouvait pas déloger en fait la sacralité de l'aspect profane que peut représenter aussi cette profession. Et je trouvais ça extraordinaire. Il y avait une véritable considération de l'incarnation, c'est-à-dire c'était littéralement le meilleur moyen de pouvoir définir l'homme. Parce que acter était aussi quelque chose que l'on pouvait apercevoir dans la vie lambda, c'est-à-dire que les gens actent leur vie. Donc je trouvais que c'était passionnant comme profession. Et je suis passée du côté de la distanciation, donc du côté de celui qui observe et qui construit des histoires. Quand je regarde en fait les jeux d'acteurs, la première chose que je regarde, c'est la façon dont l'acteur s'est approprié quelque chose qu'il ne connaissait pas de lui. Et donc je suis plutôt intéressée par des personnes qui ont un rapport réel à la construction. Par contre, je suis fascinée par les personnes qui sont des one-man shows et qui ont un truc et qui savent extrêmement bien le gérer. Donc c'est là pour moi une différence parce quand on parle de théâtre ou de... Bah si, par exemple avec Jacqueline Maillan avait ça, cette particularité d'avoir trouvé un truc et de gérer sa personnalité au sein des œuvres qu'elle faisait. Et donc ça faisait quelque chose qu'on attendait tous, une espèce de one-man show. On va retrouver beaucoup d'acteurs qui ont misé sur cette particularité. Et puis il y a des iconoclastes, comme par exemple Jim Carrey, qui est capable d'imposer du Jim Carrey tout en étant complètement époustouflant sur le parcours qu'il réalise à travers un personnage. Et qui nous laisse comme ça estomaqué de voir qu'il est capable de faire du Jim Carrey dans l'interprétation de ses personnages, mais que le personnage existe entièrement et que on ne peut être que subjugué par ce qu'il fait. Donc ça m'a intriguée, cette capacité que les acteurs et les actrices avaient d'être présents au moment de dire action, ne pouvant avoir cette expérience que j'attendais tant, puisque quand on est sur les bancs d'école, on est plutôt attiré, on s'est dit on va faire son premier tournage, bon ça va être un petit rôle, bon, il s'est trouvé que moi j'ai été castée que pour des grands rôles, des rôles qui ont été des rôles importants pour les carrières des personnes qui ont été choisies à ma place.
Donc c'est extrêmement troublant parce que on a le sentiment de ne pas être celle qu'on choisit. À partir du moment où on n'est pas celle qu'on choisit, on revient sur la valeur. Donc je ferai un article sur la valeur dans ce qu'on appelle la valeur commerciale en fait, hein, de l'art, et donc la représentation médiatique aussi, puisque on ne sait jamais quel est le jour où on passe de l'ombre à la lumière. Et pourquoi est-ce que ça se passe finalement? Puisqu'il y a une sorte de loi bizarre dans ces professions, c'est que la valeur d'un artiste, d'un acteur ou d'une actrice, et le crédit qu'on lui accorde au moment où ce crédit est un débit au départ. Donc l'IPRA-crédit se passe en général chez l'agent. Je pense que un acteur et une actrice deviennent réellement acteurs et actrices au moment où ils sont en face du premier metteur en scène qui a l'opportunité de croiser leur route, comme ce qui s'est passé avec Béatrice Dalle, qui a croisé la route de Benex et qui a immédiatement misé sur la haute potentialité de cette fille. Et il a eu raison, puisqu'elle est devenue une égérie de notre monde contemporain dans le cinéma. Par contre, on ne peut pas savoir quelle est la valeur, en fait, de l'intérêt de jouer. Il faudrait demander ça avec diplomatie. Quel est l'intérêt qu'on y trouve à jouer quelque chose à tous les acteurs? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont un rapport à leur profession qui est purement d'aller travailler, quoi, simplement. Et que c'est un métier comme un autre, avec la retraite à la fin de la vie, etc. Il y en a d'autres qu'on sent que c'est une question d'équilibre personnel, que dans cet équilibre personnel, il y a réellement quelque chose qui se passe au moment d'être un autre. Et que dans ce moment où on est un autre, on se considère dans une vérité. Et c'est ce que je trouvais extrêmement beau dans cette profession. Puisque nous sommes obligés quelque part d'être hyper sincères dans notre démarche. On peut truquer des choses. On peut, par exemple, connaître très bien sa partition comme un très bon musicien et se reposer sur la technique pour réenchanter les journées qui sont plus ternes, on va dire, puisque on est des êtres humains, donc on est souvent fluctuant. Il peut y avoir des journées qui sont terribles à vivre et qu'il faut monter sur scène quand on est acteur au théâtre. Et il faut quand même jouer. Et il y a cette magie qui est extraordinaire quand on monte sur scène. C'est qu'on est capable d'oublier, y compris le sang qu'on a dans sa chaussure. Et de jouer sa partie, puis se rendre compte qu'on a le pied en sang. Et qu'on n'a rien senti. Donc on est réellement dans une sorte de transe qui est fascinante et qui moi, m'a laissé... je sais pas, on pourrait dire que j'ai été en contemplation d'événements psychologiques forts à travers de l'étude ou à travers de la réelle interprétation. Et que je trouvais que c'était une matière qui était extraordinaire et qu'il fallait absolument continuer et perpétrer cette profession parce qu'elle était la représentation de la réelle existence. On n'a jamais autant de concentré à exister que dans le jeu des acteurs et des actrices. Et qu'on ne peut pas demander au petit théâtre ce soir d'avoir la même disposition dans son foyer que d'être le meilleur des
des orateurs ou de la construction psychanalytique pour raconter sa journée, puisque les gens sont euh, dans un certain théâtre, mais il faut qu'il y ait une mesure à ce théâtre. Et en général, cette mesure, c'est souvent en comparaison avec des choses qui sont ou sur TikTok ou sur Instagram pour les générations qui viennent maintenant, ou celles d'avant, ce qui se passait à la télévision. Donc il y a eu un vrai changement aussi sur ce qu'on appelle la valeur de l'acte. En même pas 30 ans, il y a eu un véritable bouleversement. Et donc finalement, moi je suis de la génération donc d'il y a 30 ans, puisque ces cycles sont perceptibles en fait comme comme un ferment à une nouvelle façon d'aborder. Et j'ai trouvé que c'était pas un mal de ne pas avoir participé entièrement physiquement à ce mouvement, parce que je ne me suis jamais vue à la place de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais ressenti un malaise inexplicable à ne pas avoir eu ma place dans cette profession. J'étais littéralement dans ma place en tant que réalisatrice et en tant que scénariste. Et comme on le sait, la difficulté de la médiation autour de l'œuvre, c'est extrêmement difficile lorsque l'on est éjecté en fait de son terrain de prédilection. Et si on n'a pas une communauté forte, on ne peut pas se batailler correctement pour de la solidarité ou même ne serait-ce qu'un crédit. C'est pourquoi en général, on imagine une sorte de conte de fées, on est acteur ou actrice dans un bon rôle, et puis ensuite on bifurque sur de la réalisation spontanément. Et c'est un peu le schéma que moi j'avais espéré dans ma vie. Et je me suis aperçue que tout est un véritable chantier, puisque le domaine de l'illusion est quand même extrêmement fort dans cette profession. Nous sommes capables d'être la représentation virtuelle d'un monde. Et nous ne sommes pas assez structurés pour être la solidité de ce monde, pour qu'il continue à être un enchantement. Donc il y a très peu de personnes qui pensent que dans la profession, il faut entretenir un véritable lien de communauté. Donc là, je bifurque un peu, je ne parle pas énormément du jeu d'acteur, parce qu'en fait, le jeu d'acteur, ce sont des méthodes. Quand on est sur les bancs d'école, on sait très bien que le jeu d'acteur, le premier jeu d'acteur, c'est ce que l'on est. Ensuite, on va apprendre à dire correctement son texte, qu'il résonne, qu'il soit puissant. Et ensuite, on va trouver qui on est dans cette méthode. Est-ce qu'on est plus ou moins? Finalement, c'est une réflexion qu'on peut retrouver dans différents témoignages. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce côté-là. Moi, j'ai une révélation, c'était le symbole. Ça a été tellement fort que j'ai fait un court-métrage pour justement faire une synthétique de ça. Et donc j'ai fait ce court-métrage en me disant qu'est-ce que je pense de la profession d'acteur ou d'actrice, et puis j'ai fait une sorte d'œuvre un peu surréaliste d'une personne qui ne sait plus à quel moment il faut redescendre pour être de l'incarnation. Est-ce que c'est de la chair qui est de son propre corps, ou est-ce que c'est un projeté, etc. Donc il y avait quelque chose qui était par rapport au miroir, sur la confusion d'être deux, justement, à être dans la représentation, y compris dans le mode masculin ou féminin, et que nous, on était donc non-genrés quelque part, à travers les œuvres. Qu'il fallait tout construire, y compris notre propre sexe.
que ça soit de par la femme ou de par l'homme. Donc nous n'étions pas entièrement corporisés. Qu'on commençait à s'incarner d'une certaine façon dans la perception des autres au moment où on atteignait cette sorte de vérité que le personnage était incarné. Et à ce moment-là, nous étions pleins d'une vérité. Et ce qui nous rendait magnifiques. Donc pour moi, c'est une profession que je vénère parce qu'elle est réellement une cascade, on va dire. On est obligé un peu de mouiller sa chemise dans cette affaire. Il y a déjà aussi quelque chose qui est particulier, c'est que le fait d'être l'incarnation, surtout au cinéma, on sait qu'on va être perçu par les autres, y compris le public, enfin en tout cas le public, comme quelque chose qui est forcément une vérité vraie. C'est-à-dire que du personnage va naître une confusion. C'est pour ça que lorsque l'on est par exemple une femme, on est très emmerdé de savoir comment gérer sa carrière et quels sont les pôles dominants d'une carrière qu'on doit respecter. Et on ne peut pas être une Meryl Streep, une Glenn Close ou une Kate Blanchett qui sortent magnifiquement de cette prouesse en étant complètement désincarné et réincarné à chaque fois avec une très très forte personnalité qui dépasse l'entendement. Donc c'est quelque chose qui est stimulant aussi en même temps quand on est acteur ou actrice. Et on sait qu'on peut rentrer dans du mystique, dans une forme de sacralité. Et ce qui est évidemment troublant, c'est qu'on est aussi dans l'abnégation. Nous sommes capables d'avoir une distanciation à notre propre corps, comme si ce moyen était une sorte de purge aussi nécessaire pour les autres. Et que notre corps est donc une sorte de... C'est comme être dévoué. C'est une sorte de libération de savoir que notre propre matière n'est pas entièrement une matière. Qu'il y a quelque chose qui est au service de quelque chose. Donc nous ne sommes pas entièrement matériels. Donc ça, c'était extrêmement stimulant, ça aussi. C'était une expérience forte humaine. Évidemment, on ne peut pas livrer tous les secrets aux gens qu'on rencontre sur qui on est quand on joue. Je pense aussi qu'il y a une forme d'impudeur qui est, de par le jeu, un stimulant aussi cérébral. En italien, on dit exhibirsi, monter sur scène. Donc il y a quelque chose comme ça, oui, on s'exhibe. On est au-delà de la pudeur aussi. Que ça soit par le sentiment ou par quelque chose de plus frontal avec une attitude physique. Mais que ce mouvement-là, il est quand même extrêmement fédérateur parce que la sensation qu'il y a à l'intérieur est quelque chose de beaucoup plus léger qu'il n'en paraît. Peut-être on est attiré par... je pourrais pas dire marionnettiste parce qu'on ne peut pas ressentir entièrement les ficelles, mais je sais que encore une fois, il faudrait demander quelles sont les sensations physiques que les acteurs ont à certains moments, mais il y en a qui peuvent penser
à pas grand-chose d'intéressant. Donc ça serait pas très intéressant aussi de savoir tous les trucs qu'ont les acteurs, puisque si on sait qu'ils pensent à rien du tout et qu'ils sont capables de faire des prouesses techniques, ça enlève un petit peu de magie. Donc moi je préfère rester sur l'intérêt de la profession d'acter dans la civilisation comme étant la suite logique de ce qu'a proposé le théâtre grec, comme une véritable purge. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est la profession qui bataille aussi un peu avec les psychanalystes, etc. Et que les psychologues, parce que eux sont obligés d'acter aussi pour fouiller dans la personne quelque chose, et que nous on peut extraire cette chose-là en jouant la comédie devant et en proposant des œuvres. Et parce qu'on incarne quelque chose, on libère quelqu'un aussi de sa complexité, de sa complication. L'avantage d'être scénariste, c'est après ensuite de faire la part belle à la circonstance. C'est qu'on est... je parle du coup pour moi, quand j'écris et que je construis des histoires, j'aime que les acteurs et les actrices soient en confrontation avec un véritable enjeu. Alors évidemment, ça fait un peu bizarre parce que c'est difficile de parler de quelque chose qui n'existe pas. Je ne suis pas connue en tant que scénariste. J'ai juste simplement réalisé 2 films qui ne sont pas encore accessibles au public. Et le nombre de scénarios que je traîne dans mes cartons vient signifier aussi toute la haute potentialité des œuvres à devenir, et dans lequel l'explication de texte sera beaucoup plus facile à comprendre de ce que je viens de dire. Mais là encore une fois, ça fait partie de la profession. C'est qu'on est dans une matière qui contient une part d'illusion, y compris dans tout ce qu'il y a de plus concret. Un agriculteur vous dit j'ai un champ en jachère, on comprend ce que ça veut dire. Je vais y planter de la luzerne dedans, ou du lupin. Un acteur ou une actrice ou un scénariste, il dit j'ai écrit un scénario, tant que le producteur n'a pas signé, on n'est rien, on n'a pas de matière. On est un zéro qui se balade comme ça dans les airs. Nous ne sommes pas vêtus. Nous sommes littéralement nus et transparents. C'est une profession qui est donc difficile. Pas tout le monde peut avoir une sécurité intérieure à être de cette profession. Et ce qui est aussi intriguant, c'est que si on est un pur et dur, quelque part, on ne peut pas faire autrement. On est enchaîné à son état. C'est un peu comme dans 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello, on est harcelé par les œuvres. Enfin, en tout cas, si on est par exemple conteur, scénariste, écrivain, on va être harcelé par les œuvres. Elles vont nous tarauder, elles vont nous dire il faut se lever, il faut écrire. Pareil pour la profession d'acteur, si on ne joue pas, on ne se sent pas bien. Ou alors il faut avoir une forte implication dans sa vie, avoir d'autres activités. Mais je pense qu'un acteur, un vrai acteur, ne se sent pas bien s'il ne joue pas. Et que on est malheureux de ne pas avoir de partition. Qu'on cherche désespérément la matière
qui va nous permettre de se surpasser et, et de vivre intensément la construction. Et je parle de ça parce que, en général, quand on demande aux acteurs, aux actrices, est-ce que vous voyez vos films vraiment, et bon, il faut qu'ils attendent 20 ans ou 25 ans pour regarder le film. Donc on voit très bien que c'est une question de présent, c'est une question d'événements vécus à l'intérieur de soi dans un contexte. Donc c'est très intéressant comme profession. On peut être ethnologue aussi à travers cette profession, et on est guérisseur par défaut. Médecin, bon, il faudrait... je pense qu'on devient médecin à partir du moment où on sait distiller correctement dans l'alambic les événements qui sont inscrits aussi par l'émotion. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle la vraie rencontre entre le scénariste et le metteur en scène et le réalisateur. Parce que je fais une différence entre metteur en scène et réalisateur. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin pour moi, il y en a un qui va s'occuper du jeu d'acteur et puis l'autre qui va s'occuper de comment ça va être dans le cadre. Donc je pense que metteur en scène et réalisateur se tiennent la main en une seule personne, mais qu'à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut s'occuper d'abord de qu'est-ce qui est l'intérieur pour pouvoir ensuite mettre ça dans un cadre. Donc à titre personnel, c'est ce qui m'intéresse dans cette profession. Le travail de structure, l'élaboration avec les acteurs et les actrices, de l'intensité, et puis la sécurité, c'est-à-dire faire un safety place pour qu'au moment où on dit action, il y ait quelque chose de libéré. Donc j'ai une méthode en fait. Ça sera le petit truc en plus. J'ai déjà ma méthode de travail par rapport à ça. Et à titre personnel encore, le fait d'avoir été sur le plateau a été une libération aussi intellectuelle. J'ai eu moins de problèmes à réfléchir à ma table d'écriture après. Je me suis sentie plus en accord avec le système 3D de l'écriture. De ressenti, la possibilité d'extrapoler, de faire des vraies constructions psychanalytiques, etc. Et j'ai bien aimé. Seulement je suis un oiseau qui a de très grandes ailes. Donc j'ai pas eu l'expérience qui a fait que j'aurai un souvenir extraordinaire et qui me fera trembler intérieurement sur toute ma vie. Non, par contre, j'ai eu de très bons moments en cours avec des compliments de personnes qui m'ont permis de monter d'un cran. Parce qu'en fait, quand on tombe sur des personnes qui vous considèrent, on devient beaucoup plus affirmé, beaucoup plus épanoui. Il y a une relation forte émotionnelle quand on est sur le plateau. Il faut être reconnu par quelqu'un. Si on est rejeté, on ne peut pas se défendre. Il n'y a pas d'armes. En musique, il y en a.
Sinon, il faut prendre des initiatives, il faut monter une compagnie, et tout ça n'est pas aussi léger qu'il n'en paraît. On vit en fait quelque chose qui est plus âpre qu'il n'en paraît dans la construction d'événements autour du théâtre et du jeu d'acteur. Et en ce moment, il y a une sorte de prestige qui a été développé. Donc on a moins l'effet atelier dans la construction. On est plus tout de suite dans le prestige, dans le clinquant, dans le bling bling, tout ça. Les événements qui sont stimulants, ce sont ceux qui vous prouvent que le temps, quelque part, n'existe pas pour une profession artistique. Donc dans le jeu, on peut être révélé à n'importe quel moment. Et ma foi, des fois, c'est même assez indécent, puisque on peut commencer sa carrière à 50 ans et à vivre 30 ans de carrière exceptionnelle. Il n'y a pas de loi particulière. Par contre, il y a un effet pervers de cour du roi qui est indécent. Et encore une fois, comme il y a des institutions, il est bien, il serait fort honorable que de remettre des prix aux acteurs et actrices qui sortent de grandes écoles. Et d'avoir une vraie considération médiatique pour ça. Parce qu'il y a très peu de considération que cette profession, qui est devenue une institution, soit reconnue. On n'a pas de célébration particulière. Maintenant, avec la démocratisation, il y a une espèce de côté affadi. Tout doit passer comme ça. Lorsque, par exemple, on est sur les bancs d'école du conservatoire, les professeurs savent que l'année prochaine, ils auront une autre classe. Donc, s'ils s'attachent aux élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire quand on sera parti? Or, il faut s'attacher aux gens. Parce que quand on sera parti, on peut revenir. Et si on ne revient pas, il faut venir chercher. C'est comme ça qu'on tisse dans cette profession. Les gens qui disparaissent, c'est pas bon signe. C'est comme quand on est en pleine mer. C'est qu'il y a trop grand brouillard. On ne voit pas le phare éclaircir la route. C'est pour ça que je conseille en général aux acteurs et aux actrices qui sont sur les bancs d'école de considérer leur prochain, là, pour le coup. Et de se rendre compte de qui fait votre période, y compris qui sont les personnes les plus importantes, puisque les personnes que l'on côtoie dans cette profession sont les personnes qui sont les plus importantes. Ensuite, il y a des espèces de petits ovnis qui viennent, comme la possibilité de tourner à l'étranger, ce qui est super. Si demain, il y a une opportunité pour devenir une vraie personnalité dans une autre langue, c'est assez stimulant aussi de savoir qu'on peut avoir une carrière tout en parlant une autre langue. C'est ce qui est un peu la preuve de Monica Bellucci, qui a réussi à être une des plus grandes stars françaises en ayant un accent italien au départ, enfin en ayant un fort potentiel italien quand même. Donc c'est une profession qu'il faut honorer. Donc, je fais partie des personnes non reconnues par la profession, mais qui honorent cette profession. Parce que il faut partir du principe que ce qui n'est pas notifié comme crédité n'est pas forcément sans valeur. Car au départ, l'art n'a pas de valeur.
Tout est une question de circonstances. Donc j'invite les gens à continuer à honorer les acteurs et les actrices en allant au cinéma ou en achetant des DVD. Puisque maintenant il y a quelque chose où je ne sais pas si c'est vraiment un acte d'acheter des DVD. Enfin moi je continue à acheter des DVD. Donc, bon, c'est vrai qu'on peut maintenant télécharger des choses, mais il faut aller au théâtre et aller au cinéma. Il faut apprécier ce travail qui est fait et reconsidérer que la place de la représentation visuelle et bien l'intérêt aussi d'être en considération de l'existence à ce moment-là. Que ça soit par la comédie, le drame, le film d'horreur, que j'affectionne pas particulièrement, mais qui est quelque part un des genres que les gens adorent, parce que toute cette particularité qui est développée fait aussi partie de l'existence. Et que nous avons une meilleure gestion de l'ineptie qui circule grandement à l'heure actuelle et qui fait que nous ne savons pas comment adhérer aux êtres humains qu'on rencontre, comment développer quelque chose, construire, y compris dans le monde du travail. Donc il faut s'accrocher grandement au jeu d'acteurs. Et c'est un conseil, si on ne va pas bien, il faut regarder un film immédiatement. Se choisir une histoire stimulante et plonger dans un univers construit. Qu'il soit fantasmagorique, cartésien, et s'accrocher à la puissance de l'interprétation des acteurs. Et on se sent mieux tout de suite. Voilà. Alors je ne sais pas si on peut débattre sur le sujet, si, obligatoirement. Mais il faudrait choisir un angle. Enfin, je reste quand même, ce que j'en pense, c'est à débattre. Et puis, j'invite aussi à la réflexion sur l'intérêt de construire de vrais personnages. Ben, ça, c'est plutôt pour mes collègues qui sont ceux qui pensent le cinéma de demain et qui le construisent et qui galèrent pour trouver des producteurs. Donc je souhaite à tout le monde qui essaye de faire ce métier de rencontrer le producteur qui devient votre meilleur ami et qui vous sauve du désespoir en vous laissant la possibilité d'être dans ce qu'il y a de plus fracassant. Et ainsi remporter la joute contre l'ineptie, la bêtise et tout ça, avec des œuvres poignantes et où les acteurs sont révélés comme réellement de vraies pointures. Voilà. Alors maintenant, je suis un peu dans l'obligation de réussir ma carrière en tant que scénariste. Mais malheureusement, je ne suis pas encore rentrée au casino jouer à la roulette. Donc, il y a une blague qui dit ouais, mais il faut jouer au loto pour gagner au loto. J'ai dit oui, mais est-ce que j'ai de l'argent moi pour jouer au loto? J'en sais rien là. Il faudrait que j'aille vérifier. Voilà.